Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Graça dos Santos à mon micro. Graça est professeure de portugais à l'Université Paris-Nanterre, fondatrice de la compagnie de théâtre bilingue Cailin et directrice du festival Les Parfums de Lisbonne. Née au Portugal dans les années 60, elle débute sa vie dans un pays sans couleur, malmené par une dictature qui n'en finit pas et où règne la peur et la méfiance. C'est en 1965 qu'elle vit sa deuxième naissance en arrivant en France à bord du Sud Express, un train mythique dont elle s'inspirera pour ses créations théâtrales avec la compagnie Cailin. Le témoignage de Graça, ponctué de détails et d'anecdotes de son enfance, est précieux. Elle nous partage sa vision de la double culture, de ce que l'on nomme identité, mais aussi de la langue, comme un espace de liberté et non de castration, pour la citer. Je vous laisse en compagnie de Graça et à déjà. Aujourd'hui, je m'appelle, en France, Graça dos Santos. Après, bon, et en fait, ça aussi, c'est quelque chose, parce que de l'identité, nous savons que le code civil français et portugais ne sont pas les mêmes. Et quand je suis arrivée, j'étais Maria, parce qu'en portugais, je suis Maria de Graça Freire dos Santos. Voilà mon nom. Donc, il y a le nom de la maman et du papa. Et puis au Portugal, à l'époque, on avait toutes les Portugaises étaient Maria, c'est-à-dire on avait soit avant Maria, ma sœur était Maria après. Ma sœur s'appelle Felicidade, en français félicité, ça ne s'invente pas. Et c'est intéressant parce que ça va faire quelque chose de très particulier parce que moi je rentrais à la maison, je m'appelais Grace et à l'extérieur j'étais Maria. Et ça c'est pas bon du tout. Et c'est au moment de l'adolescence, parce que déjà j'avais double culture. À la maison, mes parents ne nous ont jamais obligés à parler telle ou telle langue. On était assez libres, donc on passait d'une langue à l'autre. Pour moi, la langue n'a jamais été un espace de prison ou d'interdiction, mais un espace de liberté. Voilà. Et je n'ai jamais suivi de cours de portugais ou que ce soit. Mes parents ne nous ont pas inscrites et je leur en suis très reconnaissante. Parce qu'en fait, on a fait notre petite salade et que c'était très bien. Et du coup, parce qu'une langue est une culture, mais aussi la procédure d'enseignement est aussi très particulière. Et on peut vous enseigner des choses pas bien du tout. On peut vous mettre des tas de blocages par le biais de l'enseignement de la langue. Et moi, je ne les ai pas eus, en tout cas au portugais. Voilà. Je les ai eus au Portugal, puisque quand même j'étais dans une dictature. Mais quand je suis arrivée en France, jamais mes parents nous ont dit oh, tu fais des fautes. D'ailleurs, mes parents étaient d'une origine très modeste et donc n'avaient pas du tout une langue, ce qu'on appelle la langue peut-être de Coimbra ou de Lisbonne. Ils parlaient à leur façon et on mélangeait, puisque lorsqu'on arrive en France, lorsque mes parents ou d'autres, mais même nous, lorsqu'on arrive en France, il y a des mots qu'on découvre seulement en France parce qu'il y a des choses qui n'existaient pas au Portugal. Bon, pour le travail, moi, il y a des choses que je n'avais jamais mangées. Je ne savais pas ce que c'était qu'un artichaut. Enfin, bon, voilà. Je parle de choses comme ça parce que j'ai des épisodes très drôles quand j'ai mangé pour la première fois un artichaut en France. Et tout ça, mais en fait, moi, tout ça me fait vraiment beaucoup rigoler parce que tout ça, nous, on transformait quotidiennement en rigolade, en fait. Et c'est drôle parce que du coup, moi, j'étais Maria. Et j'étais Maria. Alors, on ne disait pas Maria Ferreira, non, c'était Maria dos Santos. C'était comme ça qu'on m'a. Maria dos Santos. Et puis, au moment où j'ai pris la double nationalité, j'ai gardé Maria da Graça. J'étais obligée, donc j'ai gardé Maria da Graça. Dos Santos, j'ai enlevé, parce que Ferreira, Maria, ça fait un peu le tour de l'enveloppe, donc j'ai gardé Dos Santos aussi, parce entre-temps, lorsque je suis devenue comédienne, je suis devenue Graça dos Santos, et du coup, j'ai mis Graça dos Santos partout. Mais ce qui fait que il y a des choses de moi qui traînent avec un tas de noms différents, et ça m'amuse énormément. Parce qu'en fait, je ne suis pas Fernando Pessoa, ce n'est pas mes hétéronymes, mais je trouve ça très drôle, parce qu'en fait, c'est un jeu de pistes, et en fait, je pense que toute notre vie est un jeu de pistes. Donc, j'aime beaucoup quand il y a des gens qui me disent « Oh, t'as vu, j'ai lu ce texte de cette personne, là, qui s'appelle Maria da Graça Ferreira dos Santos, quand même, c'est vachement intéressant. T'as vu comme ça se rapproche de ce que tu penses ?» Je dis « Oui, c'est moi qui l'ai écrit, en fait. »
Donc c'est très drôle. Je suis née dans un tout petit village pas loin de Lisbonne, à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne. Et je suis née dans les années 60. Et ça a été très important puisque ça marque l'endroit d'où aussi je vais partir quand mes parents ont émigré dans les années 60 aussi. Mon père est parti en 61 et puis nous sommes avec ma sœur et ma maman en 65. Mais là, je suis en train de sortir de votre question parce que je suis en train de raconter, peut-être que c'est une question que vous allez me poser plus tard, mais moi aujourd'hui, je me considère faite de ça parce que c'est quand même le lieu de départ. Et ensuite, je suis devenue une femme qui est euh, plurilingue, qui est, je considère être française d'origine portugaise. Et le jour où j'ai compris que j'étais cela, ça a été très important. C'est aussi le moment où j'ai pris la double nationalité et où j'ai essayé surtout de me comme d'être un peu comme en devenir et de considérer que ce moment-là, qui est quand même notre naissance, c'est la base, sans ça nous n'existerions pas, ça a été mon départ, et mon départ vers ce monde. Mais ensuite, en arrivant en France, donc en 1965, je considère que c'est ma deuxième naissance, vraiment. C'est ma deuxième naissance. Et je crois que ce double cordon ombilical, d'une certaine façon, m'alimente. Et je pense que, en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire moi j'ai eu un premier temps de ma vie où j'ai été intermittente du spectacle pendant 17 ans, donc et toujours comédienne bilingue. Ça a été la particularité de ma carrière à ce niveau-là. J'ai aussi créé une compagnie avec d'autres personnes, mais une compagnie qui s'appelle Kaila, compagnie bilingue français-portugais, et qui est née dans un temps, à la fin des années 70. Et c'était un temps où il fallait passer par l'intervention, par une interpellation des pouvoirs publics et des pouvoirs globaux, je dirais, pour exister et pour avoir une voix, particulièrement concernant la migration. On était plusieurs, c'était à l'époque ce qu'on appelait la deuxième génération. Aujourd'hui, ce n'est plus des termes qu'on utilise de la même façon. Et très vite est arrivé le temps de la marche contre le racisme et pour l'égalité des droits, où il y a eu toute une convergence. Il y a d'ailleurs aussi une marche qui s'appelait Convergence, qui faisait que beaucoup de jeunes, pour le coup, liés à la question migratoire, soit-elle, dans le cas des Maghrébins, liés aussi à la colonisation. Dans le cas des Portugais, on était considérés, et on est toujours considérés comme les bons émigrés, ceux qui bossent bien, qui ferment leur... qui se la ferment, et qui sont plutôt dociles, en fait. Et à l'époque, et c'est surtout à l'époque en particulier, et puis même aujourd'hui, enfin, maintenant il y a des femmes hein, qu'on entend, mais c'est quand même toujours, même si on prend, enfin, à l'époque, on est parti du mouvement, on a été un peu lié au mouvement associatif portugais qui était surtout masculin. Et donc là, nous, on était une sorte, un groupe de jeunes femmes un peu pétroleuses. Donc ça avait fichu un sacré bazar, je dois dire. Et la première place s'appelait Le cul entre deux chaises, ça n'arrange pas la chose. Et donc très vite, c'est parti d'un temps où la question du coup de l'identité, elle est devenue une forme elle est devenue une nécessité de formulation. C'est-à-dire, il fallait pour nous et pour moi, hein, c'était vraiment ça, je voulais comprendre ce que je pouvais faire avec ce trop-plein, en fait. Parce que quand on vient nous dire, ah, je ne considérais pas, et je ne considère toujours pas d'ailleurs que ce sont des problèmes, je considère que c'est une chance inouïe et qu'il faut simplement savoir vivre avec ça en faisant le tri et en comprenant. C'est ça qui va faire aussi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire je suis professeure universitaire, aussi parce que j'ai compris très tôt, et dès que je suis arrivée en France, j'avais 8 ans, que l'école était le lieu où j'allais pouvoir être et dire. Très vite, je l'ai compris
en opposition avec l'école que j'avais connue au Portugal, qui était l'école de Salazar, hein, où on chantait l'hymne national en faisant le salut romain et Hitler, quoi, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui fait que très vite, hein, j'ai essayé, je me disais comment sortir de ça, en fait, comment faire pour ne pas me sentir emprisonnée. Et donc là, parce que c'était un temps, et là cette année c'est les 50 ans l'année prochaine, pardon, c'est les 50 ans de la révolution des œillets, je sais très bien ce que ça fait au corps des gens, à la tête des gens, à la vie des gens, ce monde-là, c'est la dictature. Et donc quand je suis arrivée ici, en France, ça a été un appel vers le, je dirais pas la liberté parce que j'étais toute jeune, mais simplement, par exemple, et les premiers souvenirs que j'ai de l'école en France, c'est la maîtresse qui me demande qu'est-ce que tu en penses. Moi, je ne parlais pas français. Et ça m'a fait un choc. J'ai compris ce qu'elle m'a dit parce que c'est proche. Je ne savais pas quoi répondre. Et moi, je savais simplement, ma maman m'avait dit, tu dis oui, non, merci beaucoup. Déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Et là, la maîtresse dont je ne me souviens que du visage, elle n'a pas continué. Et quand je suis rentrée à la maison le soir, j'ai dit à mes parents, la maîtresse, elle m'a dit ça, qu'est-ce que je dois dire? Et mon père m'a dit, écoute, tu ne réponds pas, parce que sûrement elle va oublier. Et ça, c'est des choses qui sont restées. C'était, en fait, je venais d'un pays où on n'avait pas le droit de penser de toute façon. Et il y a eu ça, et il y a eu aussi le fait que la maîtresse me regardait dans les yeux, j'avais le droit de la regarder dans les yeux. Et il n'y avait pas je dis pas que tout a été idyllique du tout. J'ai pas, voilà, je viens d'un milieu social très pauvre, avec des complications aussi, et où en France aussi il y avait beaucoup de racisme contre les migrants et contre les Portugais, hein, qui étaient considérés vraiment. On me demandait aussi si j'étais portugaise, si j'avais des poux, enfin toutes ces choses-là. Mais moi, tout ça n'est pas, pour moi, tout ça est accessoire. Je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose, comme un empêchement, et très particulière, très paradoxalement, euh, j'ai eu l'impression de découvrir la couleur en France, alors que, vous voyez, les stéréotypes sur le Portugal, c'est les couleurs, voilà. Et j'ai eu le sentiment d'un pays où on était triste, en fait. Et quand je suis arrivée ici, et pourtant, voilà, comme toute personne un peu exilée, on a des difficultés, mais j'ai tout de suite compris que j'allais pouvoir être, voilà. Et ça, j'ai lié ça très tôt à l'école et à la parole et à la langue. C'est un petit village qui est tout près de Torres qui a une quarantaine de kilomètres de Lisbonne. À l'époque, moi, chez nous, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. On était tout près d'une grande ville, Lisbonne. Mais à l'époque, c'était deux mondes complètement. C'est un pays très compartimenté. Compartimenté socialement. Il y avait les pauvres, il y avait une petite classe moyenne, pas énorme, et puis il y avait une élite, voilà. Et on était vraiment, moi j'ai toujours vécu, mes parents à l'époque, ils avaient tout le temps peur, mes parents en fait. Moi, voilà, il fallait pas raconter, il fallait pas dire, quand mon père a émigré, il fallait pas dire qu'il avait émigré parce que c'était interdit, donc ma maman elle allait voir des problèmes. Donc il fallait dire que papa il était parti dans le sud faire les vendanges, je sais plus quoi. Et donc on mentait tout le temps. On nous disait de mentir. Pour survivre, il fallait mentir. C'est comme ça que je définirais ce pays. Il fallait mentir même sur soi-même. Il ne fallait pas dire qu'on avait des problèmes. Mon père est parti. Donc moi, je suis d'une famille du côté de mon père de pêcheurs. Et donc à l'époque, on habitait, enfin, je suis née à Matequins, qui est un tout petit village, c'est génial quand même. Je crois que c'est le seul au Portugal qui s'appelle ainsi, où mes parents se sont rencontrés. Je suis née là parce que mon père avait coupé justement avec toute, toute la, enfin, tout son héritage de pêcheur. Il n'a pas voulu continuer là-dedans, donc il est devenu dans un premier temps paysan, puis après il a travaillé dans les bâtiments, il est devenu plâtrier, et c'est comme ça qu'après il a travaillé en France. Et ma maman, et donc mon père était de Messeira do Vimeiro, qui est vraiment tout à côté de là, c'est là où il y a os Águas do Vimeiro, donc il y avait un tout petit port, enfin bon. Et ensuite, sa famille était à Peniche, d'où après lui, il a émigré. Et ma maman, elle était de Tomar, donc ils s'étaient retrouvés tous les deux pour travailler dans la même quinte, donc la même propriété de personnes, donc une élite, cette élite-là, hein, qui dominait le pays à l'époque, et qui
possédait, moi je n'oublierai jamais ça, c'était une famille qui possédait tout depuis Toumar jusqu'à Tours, donc tous les terrains. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et alors moi j'ai jamais su leur nom. C'était au Dom Antonio, déjà Dom Antonio, c'est incroyable. Et nous on devait, voilà, on devait même leurs enfants, on devait enfin les petits qui des fois étaient là, on devait les vous voyez, enfin tous ces trucs là. Donc ça je l'ai vécu très vite, donc des corps courbés, des gens qu'on pouvait pas regarder, et puis ne pas dire. Voilà, parce que quand mon père est parti, on avait très peu d'argent. Ma maman, la pauvre, on était à Pniche, donc on n'était pas on avait déménagé de Mataquin à Pniche, où mon père avait trouvé du travail dans les bâtiments, et puis dans le bâtiment, et même en fait, ma soeur a une grave maladie, et donc ils se sont retrouvés sans le sou, et mon père est parti parce qu'il fallait survivre, quoi, pour lui et pour nous. Il est vraiment parti avec cette idée, il faut que je parte, sinon on va tous crever, quoi. Et donc on est resté à Pniche, où ma mère la nuit faisait des pantalons et des chemises pour les pêcheurs. Elle travaillait toute la nuit. Le souvenir que j'ai, c'est sa machine à coudre au Saint-Ger toute la nuit. Et puis la journée, elle allait faire des ménages partout où elle pouvait. Voilà. Et nous, avec ma sœur, alors elle avait des poules qu'elle a vendues l'une après l'autre pour pouvoir nous donner de quoi survivre. Et elle disait, il ne faut pas dire que les poules, comme maman a vendu les poules, il faut dire que maman, elle a vendu les poules parce qu'elles avaient ou pas punchado, c'est-à-dire qu'elles avaient je crois que je sais pas si c'est le gésier, enfin je sais plus comment on appelle, ou pape de Gorignan. Oui, mais en fait, c'est le pape, c'est vraiment un truc, c'est là où elles mettent toutes leurs réserves. Je crois que c'est le gésier enflé. Et donc, c'était pas une maladie, mais elles allaient mourir parce elles avaient eu un problème et tout ça. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, ça. Et que ma mère, en plus, pour nous donner à manger, elle ne voulait jamais dire elle avait toujours l'idée de donner une image extérieure de l'acceptabilité. Donc c'était toujours, il fallait pas dire. Alors elle avait une imagination incroyable pour nous faire elle voulait toujours qu'on soit très bien présenté, donc elle nous faisait des trucs avec un rideau, elle nous faisait une chemise avec. Enfin, j'ai le souvenir de ma première communion au Portugal, donc j'avais 6 ans, qui était à Peniche. Et il fallait une tenue. Ma mère a pris les rideaux qu'elle avait pour me faire le voile. Elle a pris de la doublure blanche qui est, vous savez, c'est un tissu qui se froisse énormément, qui normalement on n'utilise pas. Elle m'a fait la robe avec ça, et elle m'a fait des gants à partir c'était un genre de t-shirt en fait blanc de mon père, et elle m'a fait des gants avec. Donc, et j'ai récupéré des chaussures, je ne sais plus comment, mais elles étaient trop grandes parce que je le vois sur la photo. Et et donc je suis allée, et tout avait l'air normal, mais moi j'avais conscience de ça, tout à fait. Et j'ai le souvenir au moment où on était dans l'église, avec ma maman qui était toujours très fière de nous, elle nous habillait presque toujours pareil toutes les deux, et on arrive à l'église, et à un moment donné le curé dit, voilà, maintenant les enfants vont embrasser le papa et la maman, et moi je vais embrasser ma mère qui était très très mal. Et à ce moment-là, c'était tellement dur que je suis tombée dans les pommes. Donc, c'est le souvenir comme ça. Ça, c'est des choses très fortes qui font qu'ensuite, le rapport au lieu où on est né, il est quand même très marqué aussi par un pays qui maltraite son peuple. C'est comme ça que j'ai vécu le Portugal. Et pas du tout à la fois j'ai des merveilleux souvenirs au Portugal, mais j'ai gardé pour ce Portugal-là, de cette époque-là, un ressentiment très fort. Parce qu'il a fait du mal à mes parents, et donc à nous aussi. Et je voyais bien autour de nous toute la misère aussi, on le voyait. Et ce regard-là, je l'ai eu très tôt en fait, je me rends compte. Et quand je vois les photos de mon enfance, j'ai toujours un air très sombre en fait. Je pense que j'ai des choses, évidemment je le formule aujourd'hui, puis j'interprète, hein, bien sûr, en plus c'est mon métier, hein. Mais je pense que c'est ces choses-là qui disent, moi je crois que parce que il va y avoir les 50 ans d'avril et tout le monde va encore raconter les choses, je trouve que c'est très important, il faut absolument raconter les choses, mais il faut les déconstruire surtout, et surtout expliquer aux gens ce que ça faisait au corps des gens, à la vie des gens. Et je ne crois pas, je suis même sûre, hein, c'est mon travail, c'est ma recherche essentiellement sur ces choses-là, tout est toujours dans le corps des gens. Et si on ne le déconstruit pas, si on n'explique pas aux gens ce que c'est, et ce que ça a fait, et ce que ça peut encore faire, eh bien, on le reproduit. Voilà, ça j'en suis sûre à 100%.
le Portugal, vraiment, pendant 48 ans, n'a été que silence et interdiction. C'est-à-dire, et puis paraître. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est ce que les gens voyaient. Le reste, la réalité, et il n'y a pas d'introspection. C'est un pays sans introspection. Il ne fallait pas penser. Il fallait suivre l'école. Moi, l'école de Saint-Lazare, c'est un truc incroyable quand même. On avait, c'était que propagande en fait. Le livre. Moi, j'ai gardé les livres et donc après j'ai travaillé là-dessus aussi, mais c'est très intéressant de voir comment, en fait, moi je considère que ce temps-là est un temps de contamination. C'est comme un virus. Il est entré, il y a quelque chose qui est entré, qu'on nous a inoculé, en fait, par un tas et des comportements, on était vraiment conditionnés, en fait, conditionnés. Et on acceptait. C'était vraiment un pays où on a provoqué la soumission. En fait, il y a eu tout un système voilà, qui faisait à la fois de surveillance, d'interdiction et de peur. La peur, ça c'est vraiment, et la peur c'est quelque chose qui est une façon de gérer une population avec la peur. Et les gens avaient peur d'être, on était toujours pseudo-coupable de quelque chose, voilà, potentiellement, voilà. Et donc, ça, c'est horrible. En fait, on était comme atrophiés. Et moi, je crois, c'est pour ça que je suis plutôt historienne de la culture, en fait, parce que je trouve que c'est très, 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 très important, non seulement de voir l'histoire politique, bien sûr, l'histoire sociale, mais aussi l'histoire culturelle et l'anthropologie et la sociologie, et de voir comment finalement, vous savez, encore aujourd'hui au Portugal, lorsque quelqu'un va voir un psy, on lui dit « est maluco », il est fou. Parce qu'il ne faut pas trop chercher, va pas trop, non mais t'inquiète pas, non, ça, non. Ma mère disait un truc génial, passado non, comment elle disait, lavado e passado a ferro, ninguém vê. Donc, quand c'est lavé et repassé au fer à repasser, c'est bien propre, c'est nickel, personne ne le voit. C'était ça, elle me disait ça des fois pour des gens. Et je trouve que c'est quelque chose. Alors, le problème, c'est que moi, pourtant, j'ai beaucoup travaillé sur tout ça. Vous parlez de vos enfants. Moi lorsque j'ai commencé, j'étais mère, et que d'abord j'ai eu une fille, et ensuite un garçon, qui sont aujourd'hui danseurs, et je crois que c'est pas pour rien non plus. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il y a eu des moments où j'élevais ma fille et je me disais mais c'est pas moi là, c'est pas moi ça, c'est qui cette personne, où j'avais des automatismes finalement qui venaient de ce qu'on m'avait inculqué quand j'étais petite au Portugal et que mes parents reproduisaient parce que comment ils pouvaient faire, c'était ça. Et donc du coup je me disais, mais attends, Salazar, il est là, il dort en moi, punaise, il y a quelque chose là. Où j'étais tellement préoccupée parfois, je me disais, mais non, Alice, non, pas comme ça se fait pas, tout ça. Puis je me suis dit, non, mais ça se fait pas, bah si, non, il faut laisser, voilà, les enfants, justement, ils doivent faire des expériences, etc. Mais toujours la peur du paraître, il y a une peur du paraître qu'on arrive très, très difficilement, finalement, à dominer. Voilà. Et ça, il faut pouvoir accepter d'être ridicule publiquement. Et c'est en ça que le théâtre m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, le ridicule ne tue pas, justement, au contraire. Et voilà. Et toutes ces choses-là, qui sont des choses qui ont l'air d'être du domaine ou de l'intime seulement, donc très personnel, donc de l'individuel. Non, c'est aussi du domaine du collectif. Parce que nous faisons société et que cette société-là, c'était celle qui était promue, celle de l'apparence, du masque, de l'interdit, du silence, de ne pas dire. Et en plus, celle de la délation. Parce que moi, justement, j'étais à Peniche. Ma maman, et c'est ça qui a marqué toute ma vie, en fait, c'est que ma maman, elle travaillait, elle faisait... Alors, Peniche, où il y a Fortaleza, il y a eu la prison d'où s'est évadé Álvaro Cunhal. Et on était, nous, là, à ce moment-là, en fait. Donc, lorsqu'il était prisonnier. Ma maman, elle faisait les ménages dans le bureau de Guarda Republicana qui était annexe à Fortaleza. Et donc, moi, j'ai un souvenir de voir des gens qui étaient emmenés. Mais ma maman ne nous en parlait pas parce qu'il fallait pas, on ne commentait pas ces choses-là. Et je me souviens d'arriver dans le bureau l'un des bureaux où ma maman faisait le ménage, et il y avait un grand frigo et un policier qui m'a dit, il a ouvert et il y avait plein de trucs à manger, que moi j'avais jamais, il y avait un frigo quoi, que j'avais jamais mangé, et il m'a, enfin aussi, mais bon, je savais que ça existait, mais je n'en avais pas à la maison, et il m'avait donné des trucs, et j'avais ça m'a fait un drôle de truc sur un espace où il y a des choses que certains endroits, nous pas, où ma maman était en train de faire le ménage là-dedans.
très confus tout ça. Et ce qui a été le déclic pour moi de compréhension, c'est que lorsque nous avons immigré, mon père est venu d'abord, donc il est resté 4 ans tout seul en France. On est resté 2 ans sans nouvelles de mon père. Ma mère pensait qu'il était mort, en fait. Et donc, elle a dû cacher tout ça. Maman, voilà, ça a été un corps aussi qui a subi ça et très durement. Et donc, moi, je pense que ces femmes-là sont des femmes incroyables, en fait. Et il y avait presque pas d'hommes. Ils étaient soit partis à la guerre, soit ils étaient vieux. Et donc, ces femmes-là, elles ont porté le pays, quoi. Ah ouais, donc, pour ça, je pense aussi que le pays n'a pas su non plus reconnaître ces femmes-là. Et c'est important de le faire. Et quand mon père il nous a donné des nouvelles en 2 ans après son départ, j'ai un souvenir, il nous a envoyé une lettre et il avait mis un Napoléon dedans, en fait un billet de 500 francs, c'était une fortune. Et je n'oublierai jamais ce billet. Et ma mère qui comprenait pas trop parce que après il a fallu qu'elle aille à la banque. Enfin, et c'est très très intéressant de voir tout de suite l'argent apparaît. Moi, bien sûr que j'ai sélectionné mes souvenirs, mais parce que c'est aussi par le biais de maman probablement. Et quand on a pris mon père ensuite, alors après on est revenu à Matequin et mon père, lorsqu'on est parti en France, j'étais de nouveau dans le village où j'étais née. Et mon père, et donc est venu pour Noël et on est parti en février. Moi, je venais d'avoir 8 ans. Et quand mon père, il est arrivé, il avait des cadeaux de Noël et j'oublierai, là ça passe tout de suite par la langue, parce qu'il avait apporté des pâtes de fruits. Un truc que je ne connaissais pas du tout et je me souviens très bien de lire pâtes de fruits. Je me souviens de ça. Tout de suite, ça a collé là. Tout de suite, je dis, c'est drôle. Et ça passe par la nourriture aussi, tout de suite. Alors, on voit bien que tout ça a été codé tout de suite. Et quand on a pris le train, on a pris le Sud Express, qui n'existe plus aujourd'hui. Et ça, je l'ai beaucoup fait, hein, dans un sens. Nous, on a eu une voiture très tard. Mes parents ont acheté une voiture quand ils sont rentrés au Portugal. Nous, ça a été le train. Je ne suis pas du tout dans cette histoire, la grosse voiture. Nous, on a été complètement décalés par rapport à tout le monde. Et quand on est arrivé à la frontière, à l'époque, on a mis les enfants et les mamans d'un côté, les hommes de l'autre. Enfin, c'était terrible. Hein. Et on nous a un peu inspectés hein, physiquement. Il y avait tout un truc. Et quand on est reparti dans le train, il y avait quelqu'un qui indiquait, avec le doigt comme ça, des gens en fait, qui faisaient de la délation hein, pour la police politique. Et c'était le sacristain de l'église où j'avais fait ma première communion. Et ça a été un choc de voir ce monsieur de l'église qui était si gentil. Et mon père, c'est la première fois que j'ai vraiment entendu le mot pide. Mon père a dit « Hey, the pide ». Et ça a été pour moi. Et vous voyez, donc, forcément, ces choses-là, elles sont restées ensuite enfouies. Là, maintenant, moi, je les déconstruis parce qu'en plus, après, on a des photos. Donc, nous-mêmes, on fait une histoire, on se fait notre roman. Hein. Et pourquoi pas, si on arrive à bien vivre avec ce roman-là. Et donc, du coup, j'ai complètement... ça a été très, très, très marquant. Et ça fait que lorsque moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions de langue très vite, hein, lorsque je suis devenue comédienne et que je jouais dans une langue et dans l'autre, je me suis rendu compte qu'en portugais, j'avais des problèmes de voix et que je n'avais pas la même liberté physique qu'en français. Et je me disais, mais il y a un problème, je dois avoir un problème. Je me dis, je vais faire une psychanalyse, là, il y a un problème. Je me souviendrai toute ma vie, je rentre chez une dame, la pauvre, elle a dû penser que j'étais complètement drôle là. J'arrive et je lui dis, bonjour, voilà, je viens voir parce que j'ai un problème, je pense que c'est peut-être ma double culture. Enfin, j'avais mis des trucs comme ça, j'avais dans les 18 ans. Hein. Et elle me dit, bon, asseyez-vous et tout ça. Et puis elle me dit, racontez-moi vos rêves. Je la regarde et je me dis, mais enfin, moi, c'est pas du tout ça que je suis venue chercher. Je dis, écoutez, excusez-moi, je crois que je me suis trompée. C'est pas ça dont j'ai besoin. Et je me souviens un peu, je l'ai payé, je suis rentrée chez moi. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, non, il y a un problème là qui n'est pas seulement personnel, il y a quelque chose qui me dépasse là. Il y a un truc qui me dépasse et c'est mon médecin traitant avec qui j'avais un très bon rapport qui m'a dit, non, mais peut-être faut vous penser ça autrement. Là, avec ce que vous faites, pour penser tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, je vais réfléchir sur comment les gens faisaient du théâtre à l'époque au Portugal alors qu'il y avait tout ça. Et c'est là que je suis tombée. Le poteau rose est arrivé là. J'ai découvert vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur la censure. Ma thèse de doctorat était sur théâtre et censure au Portugal. Et là, j'ai compris d'abord comment ces gens-là ont été d'un courage absolu pour pouvoir aller sur scène, prendre le risque d'aller faire des choses pour lesquelles ils pouvaient être arrêtés et disparaître. J'ai compris tout ça, j'ai compris comment
moi, j'avais vécu le pays finalement comme un pays où on était tous soumis, et j'ai compris qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout soumis, qui s'étaient révoltés. J'ai compris aussi que mon père, en partant, a eu un courage énorme et qu'il s'était révolté et que c'était quelque chose d'énorme. Et là, par le biais de ce travail-là, en fait, j'ai fait ma psychothérapie. C'est très clair. J'ai compris où c'était, comment ça s'est passé, à quel moment ça s'est enclenché pour moi, et comment toutes ces images ont pris possession de ma vie, et comment il a fallu se défaire de tout cela. Et c'est jamais terminé, parce que c'est là, en fait, ce qu'on a absorbé est toujours là. Simplement, on fait avec, en fait. C'est comme les personnes qui vivent des tragédies, on ne va pas leur enlever la tragédie de l'esprit, c'est comment vivre avec ça. Et donc, il faut que nous vivions avec ce passé-là qui n'est pas... voilà, c'est comme ça, c'est un acquis. Surtout, il y a aussi autre chose, parce que cette peur-là, elle était liée à une honte, qui est une honte sociale, et qui est liée à la honte de l'émigré quand il va au Portugal, et qu'on lui dit, mais ou avec, on se foutait de moi quand je parlais, parce qu'évidemment, moi, étant arrivée en France, j'ai recommencé toute l'école. J'ai fait toute l'école depuis le CP, parce que j'avais déjà 2 ans d'école, et je suis très contente qu'on l'ait fait comme ça. Pour moi, ça a été très bénéfique. Et du coup, moi, intellectuellement, je suis née en France, je ne suis pas née au Portugal, parce que c'est très important l'âge de l'enfance à l'adolescence. Le pays où on vit cela, il nous marque, c'est là. Et moi, en fait, je suis intellectuellement, moi, je suis une enfant de la dissertation, en fait. Voilà. Et voilà, même si, bien sûr, les 2 années que j'ai vécues ont été fondamentales, et puis tout ça, tout ce qu'on en a gardé aussi à la maison, mais j'ai déconstruit. Moi, vraiment, j'ai la dialectique, Hegel, tout ça. Moi, j'ai tout fait avec la philo. Toute cette construction mentale et intellectuelle m'a permis de comprendre ce qui s'est passé, de le déconstruire, d'écrire dessus, de créer aussi à partir de ça. Et c'est là que, donc, moi, je n'ai même plus eu honte, mais jamais, de parler portugais avec. Il est normal, moi, je parle très très bien le portugais, mais euh, forcément j'ai un fantôme français. Ma langue d'expression, ma mélodie, elle est française. Voilà. Donc quand je parle portugais, il y a une autre mélodie. Et les gens me disent, ah, est-ce que tu es de ceci, tu es de cela? Moi, je dis, je suis d'où vous voulez. Parce que et je n'ai plus honte du tout. Il y a eu des moments où je ne parlais pas du tout au Portugal, parce que les gens, não sabe falar, não tem vergonha, não sabe falar a língua do país. Enfin, c'est quelque chose que je trouve très grave, ça. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Moi, j'enseigne déjà depuis un bon moment à l'université. Et je ne veux pas, je dis toujours à mes étudiants, ils me disent, ah, j'arrive pas à le dire en portugais. Je dis, dites-le en français, parce que la langue est un espace de liberté. Ce n'est pas un espace de castration. C'est honteux qu'on puisse laisser passer cela. Je pense qu'on est tous un peu responsables, on est tous un peu... Il y a une chose qu'on appelle la glottophobie. La glottophobie, c'est le racisme par l'accent. Et nous tous, on a des a priori. Moi, j'en ai. Des fois, je me dis, oh là là, on a comme ça des trucs. Non, il faut que les gens... Voilà, on parle. Moi, tout mon travail d'enseignante, c'est de permettre de faire en sorte d'accompagner mes étudiants le plus possible dans un espace de liberté, mais en même temps qu'ils sachent où ils sont. S'ils sont avec ce monde-là, il faut qu'ils sachent parler comme ce monde-là. Et nous, on leur enseigne à parler comme dans ce monde-là. S'il faut qu'ils soient dans un autre milieu, il faut qu'ils aient la liberté de parler comme dans ce milieu-là. Mais ce que nous, on doit leur apprendre, c'est à se mouvoir et ne pas avoir honte de ce qu'ils sont. Moi, je suis désolée, moi, je suis de la génération de Seguridade Social, de fiches de paye, et tout ça, je trouve que c'est une culture. Voilà, c'est une culture, c'est normal. Voilà, et c'est drôle. Voilà, mais il faut aussi, et c'est pas bas, ça existe. Moi, voilà, j'ai des souvenirs incroyables moi très tôt, je remplissais tous les papiers pour tout le monde parce que les gens ne savaient pas le faire, et très tôt, j'ai rempli la feuille des impôts pour mes parents. Voilà, c'était très dur, mais c'était en même temps, je me disais, c'est incroyable parce que ça me donne une responsabilité. On croyait tellement en moi, en fait. Donc, je me suis jamais sentie dépossédée. Voilà, c'est quelque chose, voilà, et je pense que, mais c'est vraiment, hein, j'insiste beaucoup sur la question de ne pas avoir honte de parler comme ci ou comme ça. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est savoir se situer dans la vie, savoir où on est pour pouvoir justement dialoguer avec cette personne, parler avec cette personne. Si je vais me présenter pour un travail, je vais arriver habillée d'une certaine façon et on joue tout le temps un rôle, toute la journée. Voilà. Donc, et c'est ça, en fait, moi je considère que je suis en réalité dans un département portugais, je continue toujours à être prof de théâtre, en fait.
Parce que, et c'est, pour moi, ce n'est pas ça la honte de la parole, c'est ce qu'il y a de pire. Et en ce qu'on vit en ce moment en France, vous savez, est très lié à toutes ces choses-là. Vous voyez, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, qui était une jeune fille. Ma sœur, elle avait 11 ans quand elle a immigré. Elle était incroyablement, ma sœur était précoce en fait. Et enfin, je l'ai compris plus tard, ça aussi. Je l'ai compris, elle lisait à 4 ans en fait, ma sœur. Ma sœur n'a aucun souvenir. Voilà, il faut que vous sachiez, ma sœur a tout effacé. Donc presque tout. Donc on reconstitue ensemble. Elle a des souvenirs avec moi hein, quand on est arrivé, mais tout le reste, parce que ma sœur, elle allait faire une chose, elle allait faire ce qui serait l'équivalent du brevet aujourd'hui en France. C'était la seule du village, la plus pauvre, et qui allait passer ça. Et quand on a immigré, eh ben, elle s'est retrouvée la plus mauvaise élève de la classe et tout. Donc elle a vécu les choses selon la génération, selon l'âge. On a tous c'est pas une mémoire globale, c'est forcément individuel, et c'est souvent même des petits détails qui font tout. Et moi, je suis née blonde. Là, je fais un peu, je fais aussi un balayage, parce que mes cheveux ont aussi pas mal foncé au fil du temps. Mais ma sœur est brune, elle a toujours été très brune. On a beaucoup de traits physiques communs, mais elle a un type. Dans ma famille, il y a eu des blonds, il y a des très très, parce que justement le fait que, je pense qu'on a des Celtes et tout ça dans la famille, parce que c'est les traits, toute la lignée de pêcheurs, ils ont parcouru toute la côte, enfin, ils ont fait beaucoup de choses. Et ma sœur, elle est même un peu, c'est une très belle femme, mais elle est brune, teint mat, et donc elle avait les cheveux courts. Donc moi vous voyez, tout de suite on rentre aussi dans une imagerie qui n'a rien à voir avec la France, le Portugal, non. C'est une imagerie globale sur ce que c'est qu'être une jeune fille. Et voilà, l'identification physique. Ma sœur, on l'appelait, des fois, partage avec ton frère, on me disait. Alors que bon, c'était une fille, quoi, je veux dire. Et parce que des fois, on était en short ou des trucs comme ça. Et moi, voilà, la blonde, la douceur. Vous voyez, c'est toutes ces choses. Et donc, on n'a pas eu, ma sœur, elle a plus souffert de par son âge, de par son apparence physique, alors que c'était une très jolie petite fille, mais ça ne rentrait pas forcément dans cette image, justement, qu'on attend. Moi, j'étais considérée, voilà, en plus, comme j'ai fait toute ma scolarité, j'ai eu très vite de très, très, très bonnes notes. Alors, voilà, on est dans le bien, voilà, la bonne élève. Et ça va faire qu'on va avoir aussi des chemins un peu différents par moment. Voilà, avec une réalité, vivre sa réalité de façon différente. Mes parents, eux, mon père, c'est ça, c'est pour ça que j'accorde beaucoup aussi d'importance au langage. Mon père ne nous a pas beaucoup raconté de choses. Ces hommes-là, c'était des hommes du silence. Et surtout, il ne fallait pas être faible. Donc, il n'allait pas nous dire certaines choses. Et donc, ça va vous paraître incroyable, mais mon père nous a raconté vraiment sa migration. Le jour où je l'ai interviewé, je l'ai enregistré pour mon mémoire de maîtrise sur son accent en français. Il avait des phrases à dire et on l'enregistrait. Et à un moment donné, j'avais presque fini, il y avait un jeune homme qui enregistrait il y avait un laboratoire, c'est au laboratoire de phonétique à Paris. Et là, mon père, tout d'un coup, il dit « Ah, mais tu sais, est-ce que je peux te raconter quelque chose ?» Alors moi, c'était vraiment pas le truc. Et il commence à raconter, mais alors il passe du français au portugais, il commence à me raconter comment le moment où il a deu salto, en fait, quand il a traversé la frontière. Alors moi, je m'affole parce qu'en fait, on n'était pas là pour ça. Et le garçon, je n'ai pas gardé de contact, j'aurais peut-être dû, il m'a dit, et il a changé la bobine, c'était encore des bobines, hein, c'était des gros trucs comme ça. Et je ne sais même pas où est cette bobine aujourd'hui, c'est ça qui est bête. Mais du coup, mon père a raconté à ce moment-là, parce que justement, il s'agissait de langage, vous voyez. Tout d'un coup, ça a fait sauter un bouchon. Voilà, le truc, il y a quelque chose, il y a quelque chose là qui a un ressort que la langue a fait sauter. Vous voyez le travail sur la langue, parce qu'il s'est écouté. Alors il parlait, il s'écoutait, il dit « Oh, mais je ne savais pas que je prononçais comme ça. Tu pourrais me corriger, c'est quand même la honte et tout. » Je dis « Mais papa, non, pourquoi? Non, c'est pas la honte, c'est normal. » Alors j'expliquais tout ça. Et là, c'est dans cette espèce de déconstruction mécanique du langage, qu'il a, comme ma maman. Ma maman disait « Jambre de temps en temps ». Quand je lui ai expliqué, ça s'est arrêté. Elle disait « Jambe » parce que « en » pour un portugais, c'est très difficile, en n'existe pas. Mais donc, elle disait jambe, de temps en temps,
mais elle ne disait plus. Vous voyez, il y a des choses, c'est très. Alors ça veut dire que je l'ai corrigée. Elle me disait, mais comment tu fais, comment tu prononces? Et donc, voilà, c'est dans cette espèce de déconstruction vraiment langagière aussi que j'ai aussi compris ce que mon père a vécu parce qu'il a dit des choses là sur ce qu'il a vécu en France qu'il ne nous avait jamais dit. Il a vécu en bidonville, alors dans un bidonville, et ça c'est quand même assez fou, où je fais aujourd'hui cours, puisque c'était à Nanterre. C'est quand même assez dingue. Et quand mon père ne m'a dit... Alors ça, l'histoire de Nanterre, il ne me l'a dit que le jour où j'ai soutenu ma thèse à Nanterre, où mes parents étaient déjà rentrés au Portugal, ils viennent pour ma soutenance en dimanche, tout ça, c'était tellement bien. Et au moment où on fait le cocktail, il me dit, oh, tu sais, en fait, je t'ai pas dit, mais tu sais, moi, j'ai travaillé ici et j'ai habité ici. Oh, c'est quand même quelque chose, ça. Et ça, c'est des hasards qui font que c'est tout à fait un hasard que j'ai soutenu à Nanterre. J'y enseigne aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment imprévisible, puisque quand j'ai commencé à enseigner à l'université, c'était à Rennes. Et, bon, bref, mais ça, c'est pas très. Alors, donc, mon père, il m'a raconté comment c'est surtout le fait, justement, la question de la langue. Il a vraiment parlé de ça beaucoup, où il disait que le fait de ne pas savoir et de ne pas comprendre, c'était une double prison pour lui. Et que c'était forcément un double asservissement, puisqu'il était obligé d'accepter des choses parce qu'il ne comprenait pas. Et il m'a toujours dit qu'à l'époque, il n'était pas un homme, qu'il ne nous a pas donné de nouvelles pendant 2 ans parce qu'il n'était pas un homme, il était un animal qui travaillait presque 24 heures sur 24. Et que quand il se couchait dans un matelas et tout ça, qu'il ne se lavait même pas tellement il était fatigué. Et que donc, il considère que ce temps-là de sa vie, c'était pas un non-temps, mais c'était pas un temps dont il avait plaisir à parler. Voilà. Mais voilà, il nous a dit ça, et le racisme, il a vécu des choses. Mon père, il était voilà, très, très typé. Souvent, on croyait qu'il était arabe. D'ailleurs, il parlait un peu arabe avec les collègues qu'il avait au chantier et tout ça. Et donc, il y a eu ça. Et ça a été... mon père, voilà, il a vécu ces choses-là. Et des fois, il nous disait, ouais, tu vois, regarde ce qu'il dit sur les Portugais. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, c'était à la fois... C'était pas forcément seulement sur lui. C'était globalement aussi ce qu'on disait sur les Portugais qui le choquait énormément. Mais c'est surtout ma mère. Ma mère a été pour moi le chemin de... elle était femme de ménage. Bon. Alors vraiment, je suis stéréotypée à mort. Années 60, il n'était pas maçon, mon père, il était plâtrier. Et ma maman, femme de ménage. Voilà. La madame à la shorty, on est en plein dedans. Et donc, ma maman qui travaillait chez des dames, et très vite, alors au départ, elle était assez silencieuse, je n'ai pas trop su de choses. C'est quand j'ai commencé moi-même à réfléchir. Elle m'a dit souvent des choses que j'ai oubliées. Mais là où j'ai souvenir, c'est quand j'avais 12-13 ans déjà, donc avec une capacité. Et c'est quand surtout je suis allée habiter, j'ai habité longtemps Clamart. Et c'est le moment où je suis passée du primaire au collège. Donc c'est aussi l'adolescence, il y a tout ça. Et là, ma maman, quand elle rentrait de son travail, elle me disait, on s'asseyait toutes les deux, elle me dit, viens là, je veux te dire quelque chose. Tu sais, maman, elle fait des ménages, parce qu'en fait, j'avais quand même mes copines, ma maman faisait des ménages chez eux. Alors, et moi, à l'époque, j'avais un peu honte. Je me disais, oh là là. Et ma mère me disait, bon, et ça, je ne le disais pas à ma mère, mais elle a bien anticipé le truc. Alors, elle me disait, tu sais, voilà, moi, tu sais, je fais des ménages chez les dames, mais tu sais, je ne suis pas du tout moins que ces dames-là. En fait, c'est parce que moi, j'ai besoin de gagner ma vie. Et tu sais, il y a un truc que je vais te dire. Quand tu travailles comme ça dans des métiers où tu dois t'abaisser physiquement parce que tu te plies pour laver par terre, dès que la personne rentre, tu te redresses et tu la regardes. Et c'est seulement quand elle part que tu recommences ton travail. Tu n'acceptes pas. Des trucs comme ça que je n'avais pas forcément percuté tout de suite. Et je me souviens de ma mère rentrant à la maison plus tôt que d'habitude. Et je dis, mais maman, pourquoi tu rentres? Ça va? Non, j'ai plaqué cette bonne femme. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de travail. Moi, je n'ai pas besoin d'elle, c'est elle qui a besoin de moi. Donc moi, je l'ai plaquée parce qu'elle m'a humiliée. Et ça, on ne m'humilie pas. Maria de Jesus não é humilhada, disait ma mère. Et donc, et ça, forcément, cette idée aussi, vous voyez, du corps, comme elle me disait aussi, lorsqu'elle remplaçait quelqu'un quelque part. Et c'était souvent des Portugaises. Alors elle me disait, tu sais, quand tu vas travailler quelque part, n'essaie pas de mieux faire que la précédente. Parce qu'on ne reconnaîtra jamais ton travail mieux pour ça. Et en fait, ils vont surtout mieux t'exploiter. Et ma mère, qui n'avait aucune idée du Parti communiste, du Parti socialiste, enfin, si elle savait ce que c'était, mais elle n'était absolument pas politisée au sens propre du terme.
Elle s'était politisée elle-même par l'expérience de sa vie et ça, elle nous l'a transmis. Voilà. Mes parents nous ont transmis ça à moi, à ma sœur et d'ailleurs à mes enfants. Ce qui fait que c'est cette espèce de, voilà, cette dignité-là, qui est la dignité du pauvre insoumis, qui peut prendre des fois l'air de faire comme si, mais en réalité, non. Ça, il y a quelque chose là qui est resté fortement, qui fait que même par rapport à ma mère a subi bien sûr aussi du racisme. J'ai un souvenir, elle rentre au marché surtout, parce que c'est bien selon les trucs où des fois on croyait comme elle parlait pas très bien, et bien évidemment on essayait de la tromper sur le prix des choses. Et j'ai un souvenir, un jour elle rentre, elle aimait beaucoup faire des choses avec du steak haché, alors elle dit on m'a cambriolé dans le prix de ma viande du steak haché. Je voyais le monsieur avec son petit revolver dans le steak haché. Et elle m'a dit, non, tu sais, je suis allée voir le fruitier à côté. En fait, il m'avait fait payer 300 grammes au lieu de 150 que j'avais demandé. Donc, moi, je suis allée, il m'a remboursé. Donc, elle me dit, et puis il m'a fait passer pour une idiote parce qu'il me remboursait. C'était pas pour l'argent, c'est parce qu'il faut pas qu'il me prenne pour une imbécile. Et donc, voilà, moi j'ai été élevée dans cette chose-là, où c'était des personnes à la fois qui ont été écrasées dans leur premier temps de migration, où on nous disait ah, il faut être silencieux, tout ça, mais que la vie en France, en fait, a permis de se redresser, non seulement monétairement, parce qu'évidemment, ils ont pu d'abord nous donner d'autres conditions de vie. Ils nous ont incité, ma sœur à moi, toujours à faire des études, toujours, et toujours aussi avec comment dire, chaque fois qu'il y avait quelque chose que nous faisions, ma soeur, ils étaient là au premier rang pour voir. Ils étaient toujours là, toujours donc grandissant aussi avec moi. Ma mère, lorsqu'elle a quitté la France dans les années 80, ma maman, elle lisait Tchekhov, quoi, parce que elle suivait tous les trucs, tout l'intéressait. Je l'emmenais au cinéma. Et voilà, elle a fait sa propre. Et d'ailleurs, son retour a été tragique parce que ma mère ne s'est jamais vraiment réadaptée en fait au Portugal. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est souvent pour beaucoup de femmes ça qui retournent au Portugal. Donc voilà. Mais si vous voulez, bon, elle a fait sa vie, mais je sais très très bien que c'était pas la vie à la hauteur qu'elle aimait. Voilà, où elle pouvait, voilà. Il y a aussi c'est des choses aussi qu'on n'évoque pas assez, ça, celle-ci, des différents temps. À partir du moment où on quitte un endroit, on n'est plus jamais le même, et c'est normal, mais on ne retrouve plus jamais ce qu'on a quitté. Et ça, on ne le sait pas quand on part. Mais c'est pas grave. C'est justement de pouvoir continuer à écrire. Moi, je suis contre justement, et je reviens un peu au début de ma conversation avec vous, mais je suis contre cette idée de fixer. Vous voyez, je n'utilise pas jamais, très peu le terme identité. J'emploie le terme. Je n'aime pas non plus beaucoup le terme de communauté parce que c'est fermé. Et d'ailleurs, en réalité, il n'y a pas de communauté. On est tous tellement différents, pas pour le mal, pour le bien, au contraire. Je préfère le terme de groupe culturel. Vous voyez, j'essaye de me construire mon arbre de vie personnel avec mes bricolages, comme disait mon père, hein, faire les bricoles. Et donc moi aussi je fais ça et je trouve que en tout cas c'est comme ça et j'aime pouvoir encore m'émerveiller aussi de ce qui m'entoure. Je suis tellement heureuse quand je vois des étudiants, vous savez, qui étaient tellement parfois coincés dans des trucs et qui tout d'un coup s'éclairent tout d'un coup. Et là je dis ah, c'est génial, c'est de voir comment il y en a beaucoup qui travaillent sur ces questions avec moi en fait, qui font des mémoires. Voilà, sur ces choses-là, ils le souhaitent. Alors soit ils le font en travaillant à partir de romans, à partir d'objets qui existent, et donc, ou alors ils font aussi construire leur propre. Il y en a déjà deux qui ont fait un mémoire sur les Portugais de Olívio Afonso, que j'aime énormément, qui est aussi quelqu'un de bien drôle, tout à fait atypique. Et donc, j'ai deux de mes étudiantes avec lesquelles on a organisé une séance avec lui et Robin Walter, qui est un Français qui a fait une BD aussi qui s'appelle Maria et Salazar. Et on a fait une séance au consulat et où elles ont pu, comme ça. Voilà, moi, voilà, je cherche. Hein, je ne suis pas toujours sûre. Hein, des fois, je me plante complètement. Et voilà, mais en tout cas, je considère toujours tout en devenir et je m'émerveille vraiment de tout ce qu'on peut construire. Moi, avec le théâtre, avec mon festival, avec tout ça, je cherche. Et puis, j'essaye simplement de trouver des raisons de m'éblouir.
Alors, mes parents ont pas, j'ai pas de souvenir trop d'en avoir parlé avec mes parents, mais moi j'avais 16 ans. C'est très important. Et j'étais amoureuse de mon prof de français. Il était, je pense, au PSU à l'époque. Il m'avait emmenée à la fête du PSU. Et alors, il s'est rien passé entre moi et lui. Hein. Il était très, c'est moi qui étais amoureuse de lui. Et je trouve ça très intéressant parce que je l'ai dit à mes parents. Et donc, ça aussi, je trouve ça très drôle. Et quand je suis arrivée je me suis rendu compte à ce moment-là qu'avec le 25 avril, en France, les gens ont compris que l'Espagne et le Portugal étaient deux pays différents. Donc, ça a été très marquant pour moi. Et que c'était deux langues différentes aussi. Et les gens se sont intéressés à moi. Parce que c'est devenu le truc incroyable, tout le monde en parlait, au lycée, après, à l'école, enfin, c'était incroyable, on me disait, mais oh là là, mais tout et tout. Et donc, du coup, pour moi, c'est là qu'en fait, ça bascule, où je commence à m'intéresser à la question finalement de la dictature, c'est aussi à partir de là, parce que j'étais pratiquement sur mes 17 ans, puis 18, puis après, voilà, très vite, je vais après arriver au bac et tout ça. Et donc, c'est là que ça switch. Le 25 avril a été un déclencheur. Bien que mes parents, j'ai pas de souvenir qu'eux et plus nous on est partis en été comme d'habitude au Portugal. Voilà, et moi ce que j'ai vu, c'est que les conversations ont changé, que voilà, il y avait tout un espoir. Mais ici en France, en fait, moi, ça a été surtout ça. Ça a été l'écho que ça a eu sur la société française et le fait que tout d'un coup, les Portugais, on n'était pas considérés comme d'habitude, comme quelque chose de dévalorisant, mais comme quelque chose d'incroyable. Vous voyez. Donc, c'est ça qui, moi, ça a été ça pour moi, en fait, vraiment. Je pense, après, après, il y avait des personnes qui étaient là aussi pour des raisons politiques, évidemment. Ça a eu. D'ailleurs, par rapport à ça, moi je considère que mon père était là aussi pour des raisons politiques, en fait, parce que s'il n'y avait pas eu ce pouvoir-là au Portugal, il n'aurait pas été dans la situation où il a été. Ça m'agace toujours quand on valorise plus la migration politique que la migration économique. On ne parle pas beaucoup de la migration économique. Elle est vraiment passée à la trappe. Donc moi, je pense que justement, c'est important à votre podcast et tout ça, parce il faut qu'on donne la voix à ces personnes-là, qu'elles disent ce qu'elles ont vécu et puis comme leur sentiment par rapport à tout ça, c'est important. Moi, le théâtre, c'était déjà ma passion avant. J'étais à l'université dans un département de portugais et dans un département de lettres modernes. J'ai toujours fait un double diplôme toute ma vie. J'ai toujours été j'ai 2 enfants. J'ai pas eu que 2 amours, c'est bien. C'était un moment où la question migratoire était très forte. Il y a eu il y a eu carrément ce qu'on vit en ce moment avec des gens qui meurent comme ça dans la rue. Ben, à l'époque, il y en avait beaucoup dans les cités et tout ça. Bon, et moi, aussi à l'université, on était deux, trois, et je trouvais qu'on ne parlait pas assez de nous en tant que filles d'immigrés portugais. Moi, je trouvais que c'était pas bien, qu'on avait des choses à dire. Alors, le milieu associatif, moi, je trouvais ça totalement has-been, en fait. D'ailleurs, mes parents n'étaient pas du tout dans. Moi, j'ai découvert le milieu associatif quand j'ai eu ma compagnie de théâtre et quand on est allé faire certains spectacles dans les associations. Donc, je ne connaissais pas trop. Et de voir aussi, je trouvais ça très, très, très macho, pour tout dire. Voilà. C'était que les hommes, très patriarcal et tout. Ça me cassait les pieds. J'ai dit, mais attends, moi, j'ai des trucs à dire. Et je me suis dit, on va faire du théâtre, on va faire du théâtre. Et moi, j'avais commencé à lire un peu Brecht, tout ça. Et on se retrouve avec plusieurs. Donc, dans une association qui était celle de Baptiste de Match. Et on était à Fontenay-sous-Bois, donc dans son association, où on a commencé à faire des ateliers de théâtre dans son association. Et puis moi, au bout de 6 mois, j'ai compris qu'il fallait qu'on se casse vite fait, parce qu'en réalité, il fallait trouver un autre cadre. C'était contradictoire. Je sais pas du tout. Ça nous a permis d'exister, mais moi, j'ai tout de suite pigé qu'il fallait pas rester là. Et donc, on a créé la première pièce qui s'appelait Le cul entre deux chaises, où on a mis en scène notre vie en France et notre vie au Portugal. Et tout de suite, ça a déclenché un truc incroyable. C'était les gens, enfin, on a eu des milliers de spectateurs, quoi. Je veux dire, c'était un truc de fou. Et où on mettait en scène quoi? La femme de ménage avec son accent,
le départ avec les valises qui n'en finissent plus, on emmène les cadeaux pour tout le monde, tous ces trucs-là qui sont un peu rebattus, mais à l'époque, et puis surtout à l'époque, les gens parfois venaient nous dire, mais il ne faut pas montrer ça sur scène, hein, c'est la honte, vous vous rendez compte? Et moi je dis, mais non, c'est très drôle, il ne faut surtout pas le cacher. Et on a un peu mis quelque chose, et moi je jouais les grosses, je me souviens, j'adorais ça. On a fait des choses, après ce spectacle-là, très vite, on est passé du naturalisme euh, à une forme de jeu où on était masqué, avec peu de texte, beaucoup d'onomatopées. Et les spectacles avaient toujours, très vite, ils ont eu deux versions, une version en portugais, une version en français. Et très vite, c'était intéressant parce que le public restait, ne riait pas aux mêmes endroits. Et voilà, on a commencé à faire un laboratoire. C'est ma troisième naissance, ce truc-là, en fait, je dois dire. Et à ce moment-là, ça a pris une ampleur très, très intéressante pour chacun de nous, où il y avait une présence féminine très importante. Il y avait aussi des garçons avec nous, mais on avait quand même le dessus, je dois le dire. Et on a été très vite aussi subventionné par les droits des femmes, enfin, voilà. Et on a pris. Alors, il y a eu un moment très important, c'est qu'au Centre Pompidou, en 85, il y a eu une exposition qui s'appelait Les enfants de l'immigration. Et nous, on a eu une place très importante là. Et là, on avait une pièce qui s'appelait Sud Express, le train, qui a commencé d'abord avec vraiment le train. Mon père avait fait des décors, oui, parce que mon père faisait les décors, ma mère les costumes. Hein. Et donc, on avait fait tout, le train et tout ça. Enfin, et puis l'arrivée au Portugal, les deux gares, on a fait tout ça, quoi, avec la valise en carton. Tout ça, on l'a fait. Et ensuite, à un moment donné, je trouvais que c'était trop, trop, trop. En fait, je voulais qu'il y ait une autre forme de réflexion par rapport à ça. Et donc, on a stylisé énormément. Et à ce moment-là, j'ai mis en scène vraiment autrement. Et on a joué à deux, moi et Isabelle Viel, voilà, qui est vraiment mon alter ego en beaucoup de choses. Et elle dit la même chose pour moi, qui est ma sœur de scène, en fait. Et on a joué tous les personnages toutes les deux avec un jeu très. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi hein, techniquement. Hein, et on a pu jouer partout dans le monde. On nous a comprises partout. Et où on mettait en scène la préfecture, refaire ses papiers à la préfecture, le consulat, le Portugal et les vacances, la maison, à la maison aussi. Voilà, où le père dit non, tu sortiras pas, etc. Toutes ces choses-là, on a mis la femme de ménage. Il y a vraiment un tableau que j'adore, c'est la femme de ménage, où la dame fait le ménage, en l'occurrence c'est moi, et, euh, et le balai se transforme en plusieurs choses, et rentre la patronne qui appelle Maria, et en fait, l'histoire, c'est parce que Maria, elle a fait rétrécir le pull de la dame dans la machine à laver, et donc il y a toute une histoire entre le pull, et c'est incroyable. Il y a ça, et surtout, il y avait un tableau qui était celui qui commençait la pièce, Sud Express, qui est une dame âgée, ça dure 2 minutes, hein, une dame âgée française, tout habillée de noir. On était habillées de noir toutes les deux, hein, avec des jupes assez serrées et puis des masques blancs, les cheveux tirés. Et elle court, elle marche comme ça, et elle commence à avoir peur du public. Oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle se dirige vers le public, elle dit oh, des Arabes, des Portugais. Et là, orage au désespoir, aux vieillesses ennemies, euh, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et que pour voir des immigrés, et le jour et la nuit. Et c'est très court, c'est dans le métro, ils sont assis, et puis moi, je suis debout. Il y en a partout, au vol, au viol, et elle meurt, elle a une crise d'apoplexie, et elle meurt. Donc tout ça, c'est comme ça. Alors vous voyez, c'est quand même très fort, commencer un spectacle comme ça, c'est quelque chose de très très fort. Donc ça, c'est les années 80. Et je peux vous dire que ça a été censuré dans beaucoup d'endroits, en fait, y compris à la télé française, alors que Mitterrand était déjà là. Parce qu'en fait, les gens pouvaient, je ne sais pas s'ils avaient interprété ça au premier degré, mais en attendant, je trouve ça, aujourd'hui, on ne dirait pas seulement les Arabes des Portugais, on dirait bien d'autres à la suite, il y a toute une chaîne. Et voilà, donc c'était ça, en fait, c'était quelque chose de choc. Et ensuite, on a plusieurs pièces. Hein. La dernière s'intitule Sous l'olivier,
qui a été écrite par ma sœur, parce que ma sœur est une grande autrice. Elle a écrit donc cette pièce qui est sur deux amies au Portugal. L'une reste au Portugal et l'autre s'en va. Parce que, comme beaucoup de femmes qui ont émigré pour cacher leur passé ou parce qu'elles étaient enceintes, elles étaient considérées comme des mauvaises filles. Et donc la pièce, elle est là-dessus, et c'est super beau. Et après, à partir des années 90, on est presque aux années 2000, la compagnie, moi par ailleurs, j'enseigne, et donc on continue à faire beaucoup de choses, mais moi, à un moment donné, j'ai aussi senti le besoin d'enseigner le théâtre lui-même, donc j'ai créé plusieurs ateliers. L'atelier s'appelle Passage du corps à la voix, à la recherche de l'autre, donc on voit bien qu'on est toujours dans la même histoire. Et à ce moment-là, très vite aussi, on a des ateliers ouverts à tout le monde, c'était au consulat du Portugal. Et ensuite, je crée le festival vraiment en 2007, tout à fait par hasard, mais ça a l'air toujours d'être des hasards. Hein. Et dans le quartier Beaubourg, au départ, on nous avait demandé de faire de la poésie. Je travaille beaucoup avec le festival, la question de la poésie en bilingue. Et moi, je considère que la poésie, c'est très, très politique. Et la façon dont on l'a dit, et quelle poésie on choisit. Et donc, on a un peu eu on a commencé à travailler des choses dans la rue, à dire de la poésie dans la rue, dans les deux langues. Et le quartier, on s'est approprié le quartier s'est approprié de nous. Il y a une partie du festival qui est au cinéma MK de Beaubourg, donc du cinéma. On a une partie où on a des performances de rue très très marquées et très fortes. Donc là, et puis aussi après, on a divers autres lieux, y compris à l'université, à la cité universitaire, à la Maison du Portugal, qui nous reçoit aussi, on est résident. On a, oui, pendant longtemps aussi, on était résident au consulat. Et puis après, avec le Covid, on s'est un peu, voilà, on a moins fait de choses là-bas, mais on travaille beaucoup avec le consulat. On doit beaucoup au consulat du Portugal à Paris, vraiment, qui nous a toujours accueillis, où on fait toujours des choses et ils nous soutiennent. C'est vraiment un lieu, un lieu, c'est un consulat un peu différent des autres. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme celui-là. Je suis en train de contribuer à la création d'une association, d'une société savante sur le portugais pour l'université, parce que ça n'existe pas. Et vous avez actuellement une très bonne association qui s'appelle l'ADPBA, mais qui est pour le secondaire, et il est très important. Moi, je considère que lorsqu'on parle de langue, par rapport à l'enseignement, il faut parler de politique d'enseignement des langues. Or, la politique d'enseignement des langues en France, elle est globalement problématique, et ce n'est pas seulement le portugais, c'est globalement, puisque il y a un choix de survaloriser l'anglais puis l'espagnol, et les autres langues passent un peu à la trappe. Et ça, il y a des choix qui sont faits pour les choix qu'on choisit, les possibilités de choix pour les concours, pour les diplômes, etc. Et c'est là que ça commence, vous voyez Céline, c'est là que ça commence. C'est tout d'un coup, voilà, les parents, ils se disent: ah non, mais moi, je préfère que mon fils, il apprenne l'anglais ou le truc parce que c'est plus professionnalisant. Vous voyez, c'est globalement une société qui est dans une sorte de un libéralisme, et donc il faut être absolument professionnalisé tout, et donc on ne demande plus à quelqu'un à quoi tu rêves, qu'est-ce que tu as envie de faire. On ne demande pas aux gens ce qu'ils ont envie de faire, on leur dit voilà, il y a des débouchés dans ce truc-là, et il y en a là, et on oriente les gens comme ça. Ce qui fait que par rapport à la langue, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire on se dit mais à quoi ça sert le portugais, vous voyez. Donc il se passe ça. Ensuite, il y a la difficulté pour aujourd'hui avoir justement l'enseignement en collège, qui est très important. Et bon, il y a des cours de primaire dans certaines écoles, pas énormément. Après, vous avez des associations vous avez des professeurs qui dépendent de l'Institut Camões et qui font des cours. Moi, personnellement, je souhaiterais vraiment toujours que ce soit au maximum dans l'institution d'éducation française. Voilà, parce que c'est des enfants ou des jeunes ils sont scolarisés par ailleurs dans ces lieux-là, et il faudrait que ça fasse partie de leur scolarisation, de leur horaire normal. Pas que pendant que tel enfant va faire du foot, qu'est-ce que tu vas, ou vont s'amuser, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais faire du portugais. C'est comme si la langue était une punition, vous voyez? Tout ça, moi, voilà, je suis pour vraiment mais ça ne dépend pas ni des parents, voilà,
ça dépend finalement des choix politiques. Et à ce niveau-là, actuellement, même au niveau de l'université, vous avez des départements qui sont en fragilité parce qu'on ne remplace pas les professeurs, etc. Vous voyez, donc là, je suis vraiment, c'est mon autre côté là, de me battre pour que ça reste vivifiant. En réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le portugais, y compris non d'origine portugaise d'ailleurs. Hein. Beaucoup de gens qui ont envie, qui veulent le faire, mais il y a trop de tracasseries, c'est pas toujours facile. Donc il faudrait pouvoir avoir vraiment, c'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble pour revendiquer cela, pour demander ce qui est un droit. C'est pas, voilà, hein, c'est un droit. Il ne s'agit pas de dire oh là là, on n'a pas ci, on nous a pas donné. Non, 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 c'est pas être dans la plainte. C'est dire voilà, il y a ça, on part d'un bilan où il faut absolument que la langue portugaise ait une place équivalente à celle de la population qui est ici, mais pas seulement. C'est une langue en soi, au-delà même de la question d'être d'origine portugaise ou pas. Donc c'est très important, c'est une grande culture, et puis c'est comme toutes les langues, il n'y a pas de petite culture. Voilà, il faudrait que le portugais ait sa place. Et il n'a pas la place qu'il devrait avoir parce qu'il y a eu des choix politiques qui n'ont pas été bien faits. Voilà, ça c'est par rapport à ce côté-là. Ensuite, pour les parents, moi ça me gêne toujours justement, pour que moi, comme j'ai une histoire un peu particulière, puisque moi, mes parents nous parlaient en portugais à la maison, leur portugais, moi, j'ai découvert quand je suis arrivée à l'université que le portugais que je parlais n'était pas forcément exactement celui qui était la norme. Hein. Et donc, j'ai eu un peu honte au départ, hein. J'ai dû désapprendre des choses et j'ai eu un peu honte, je n'ai pas été vraiment coachée, donc j'ai fait le chemin un peu toute seule. Parce qu'on me disait, c'est pas comme ça qu'on parle, et tout, donc c'était très difficile au départ. Mais si vous voulez, il y a quand même une chose qui a été importante, c'est que moi, je n'ai pas eu de gendarme à la maison pour me dire, j'avais pas peur de parler chez moi. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une sorte, la question de la honte et des gendarmes qu'on se crée nous-mêmes. Voilà. Je pense que langue et culture sont vraiment liées profondément et qu'à partir du moment où on parle plus de littérature portugaise en France, ou dans les associations qui sont quand même très nombreuses et qui font un travail, hein, il faut qu'on fasse aussi, qu'il y ait des événements qui donnent envie aux gens de pas seulement lire en français, mais de lire aussi en portugais tel ouvrage. Aussi faire pour le cinéma, pour tout. Enfin, je pense que le rôle, langue et culture sont vraiment main dans la main, et que plus on développera tout ce qui est lié à des événements culturels liés à la culture portugaise en France, et bien plus ça donnera envie. Et je pense que par exemple la saison l'année dernière, a eu un rôle important parce que ça a quand même donné à voir et entendre des choses. Et puis bon, le surtourisme qu'il y a actuellement au Portugal, que je trouve un peu problématique, mais il y a quand même des aspects positifs, c'est que les personnes, les touristes, ils éprouvent aussi le besoin, pas tous malheureusement, mais ça souvent aussi ils ne parlent pas, mais ils vont avoir envie d'apprendre la langue. Vous voyez, et ça va faire en sorte aussi que les parents ici, ils se sentent aussi dans l'idée que leurs enfants aussi, ils parlent le portugais, et qu'on puisse. C'est une sorte d'ensemble. Il n'y a pas une telle ou telle mesure. Je pense que c'est un ensemble et que ça passe vraiment par la culture. Merci Graça pour le partage de tes souvenirs et de tes réflexions qui vont nous inviter à nous questionner à notre tour. Je vous invite vivement à découvrir son travail sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les informations de l'épisode. J'espère que ce nouveau témoignage vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à me donner votre avis sur les plateformes de podcast ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, avec le compte Agosto Podcast. Até breve!